Barrage à Coupe du Monde Qatar 2022. Ici au Mali, les débats sont centrés sur le match aller Mali-Tunisie. La rencontre est prévue pour ce vendredi au stade du 26 mars à partir de 17h. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a entamé ce jeudi une visite d'amitié et de travail de 4 jours à Doha au Qatar. Booster la coopération entre les deux pays, telle est la motivation qui justifie ce déplacement. 15 bulldozers, des groupes électrogènes, des véhicules et autres équipements au bénéfice des forces armées maliennes et le ministère des Transports et des Infrastructures. Un geste du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les équipements remis ont été saisis sur les orpailleurs qui s'adonnaient à des activités clandestines. Dans la chronique Un jour, une formule, Souri Ibrahima Keïta nous parle de la zone d'exclusion aérienne. C'est dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Avec moi dans ces studios, Ibrahima Traoré pour la lecture d'un communiqué relatif aux sanctions de l'UEMOA contre le Mali. Bonsoir Ibrahima Traoré. Bonsoir Fousseini Tounkara, mesdames, messieurs, bonsoir. Le collectif des avocats de l'État du Mali communique face aux sanctions adoptées le 9 janvier 2022 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA contre l'État du Mali. Le collectif d'avocats constitué par le gouvernement du Mali a introduit 2 requêtes par devant la Cour de justice de l'UEMOA. La première vise l'annulation au fond de la décision portant sanction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et a été enregistrée sous le numéro 22R001 en date du 15 février 2022. La seconde requête demande le sursis à l'exécution de la décision et ci-avant mentionnée et a été enregistrée sous le numéro 22R001 en date du 15 février 2022. Ce jour, 24 mars 2022, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a fait droit à la demande de sursis à exécution présentée par l'État du Mali. Elle a ainsi ordonné le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement lors de sa réunion extraordinaire tenue à Accra, au Ghana, le 9 janvier 2022. Cette décision de la Cour, qui est insusceptible de recours, signifie que la haute juridiction ordonne la suspension immédiate des sanctions susvisées. Le collectif d'avocats remercie les autorités maliennes de la confiance placée en lui et réaffirme son engagement total et sa disponibilité pour la conduite à bonne fin des procédures initiées pour le compte de l'État du Mali. Fousseini Tounkara. Merci Ibrahim Traoré. Le Premier ministre, je vous le disais au début de ce journal, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a entamé ce jeudi une visite d'amitié et de travail de 4 jours à Doha au Qatar. C'est dans l'invitation de son homologue qatari pour booster la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre rencontrera l'émir et les principaux acteurs de développement du Qatar en vue de nouer des partenariats dans les domaines comme la sécurité, l'économie, l'action humanitaire, entre autres. Dr Choguel Kokala Maïga participera également au 20e forum de Doha le 26 mars où il animera un panel. Envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Donner un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale Bamako-Doha, c'est l'objectif de ce déplacement du Premier ministre dans la capitale qatari. Alors, pour la petite leçon de géographie, le Qatar est un émirat arabe du Moyen-Orient situé sur le golfe Persique. Après donc 8 heures de vol direct, Dr Choguel Kokala Maïga et sa délégation sont accueillis par un envoyé spécial de l'émir du Qatar. Après les salutations d'usage, les 2 personnalités se sont entretenues dans le salon d'honneur de l'aéroport, un bref tour d'horizon de l'actualité dans les 2 pays, et les couleurs s'annoncent déjà bonnes. C'est une visite qui sera couronnée de succès parce que il est prévu dans le programme de rencontrer l'ensemble des hauts responsables, dont le Premier ministre, qui est ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui m'a invité,
et aussi l'émir auquel je dois transmettre de façon particulière des messages du président de la transition pour renforcer la coopération entre nos deux pays dans les domaines les plus divers, et notamment le domaine de la sécurité, des finances, de l'action et de l'aide humanitaire, des questions de développement. Et bien sûr, il est prévu aussi de discuter des questions d'alliance stratégique. Et je souhaite à votre visite tout le succès. Et il va y avoir une soutenance, c'est-à-dire on va vous soutenir dans tous les domaines. Ça dépend bien sûr des discussions que vous allez avoir avec les responsables. Inch'Allah, vous allez rencontrer, sans l'Altesse l'émir, vous allez rencontrer beaucoup de responsables qatariens dans les domaines pour lesquels vous êtes venus. Et vous allez trouver toutes les portes ouvertes devant vous. C'est donc parti. 96 heures de visite d'amitié et de travail pour les premiers ministres dont les attentes sont très fortes. Dr Choguel Kokala Maïga, qui portera également haut la voix du Mali au 20e Forum de Doha les 26 et 27 mars prochains sous le thème « Transformer pour une nouvelle ère ». Nous restons sur place, à pas de repos pour le Premier ministre à Doha. À peine arrivé, il a rencontré aujourd'hui les opérateurs économiques qataris et les responsables de l'ONG Qatar Charity. Avec les premiers, il a été question d'investissement à travers un forum économique Mali-Qatar et avec les seconds, le renforcement de l'action humanitaire avec la prise en charge des 350 000 déplacés. On fait le point de toutes ces rencontres avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Le Qatar, 11 586 km² de superficie, avec une population de 2,8 millions d'habitants, tire sa richesse du pétrole, mais aussi du gaz naturel liquéfié, dont il est le premier exportateur mondial. C'est donc un investisseur de premier plan à l'échelle internationale. C'est pourquoi le Premier ministre a tenu à rencontrer les opérateurs économiques qataris qui sont parmi les plus puissants. Autour de la table, les deux parties ont longuement échangé sur les potentialités économiques et les opportunités d'investissement au Mali. Et au bout de l'exercice, les patrons qataris ne cachent pas leur intérêt pour le Mali. Et nous souhaitons de former, de programmer une visite ou quelqu'un d'autre d'entre eux qui vient nous visiter ici. Il y aura une communication continue. Donc les responsables se contacteront entre eux et on organisera ça, Inch'Allah. Nous souhaitons avoir un rôle pour créer des investissements pour nos frères au Mali, et nous essayons de leur permettre d'avoir l'autosuffisance économique dans le domaine de l'agriculture, par exemple, et dans tous les domaines qu'ils nous proposent. Ce qui nous est demandé à nous, nous le donnerons. Nous sommes prêts. Ce que vous nous demandez, on peut vous l'offrir. On peut investir dans les hôpitaux, l'agriculture, l'industrie, et toutes les matières, les écoles, l'enseignement. Nous avons de grandes institutions au Qatar qui peuvent participer et prendre part. Opération séduction réussie pour le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui fonde déjà beaucoup d'espoir sur le prochain forum économique Mali-Qatar. Il y a un vaste potentiel d'investissement pour les hommes d'affaires qataris et tous les hommes d'affaires qui veulent investir. Et c'est pour cela que nous avons proposé, et je crois que ça a été accepté, d'organiser un grand forum économique où les hommes d'affaires qataris, maliens, l'État malien et l'État du Qatar se mettent ensemble pour voir les secteurs où on a besoin d'investissement, parce qu'eux, ils en ont. Nous avons l'espace, nous avons les conditions pour que nos deux pays frères puissent profiter de cette relation d'amitié qui a longtemps existé entre nous et qui a été consolidée ces dernières années avec les difficultés que chacun de nos pays a eues. Et aujourd'hui, nous aurons le temps de l'expliquer aux autorités politiques. De même qu'ils ont vécu un embargo il y a quelques années, nous sommes dans cette situation. Et donc nous avons besoin d'avoir à nos côtés aujourd'hui nos frères et nos amis. Et donc bienvenue au Mali à tous les hommes d'affaires qatariens. Après les opérateurs économiques, le Premier ministre est allé à la rencontre des acteurs humanitaires
regroupés au sein de l'ONG Qatar Charity. Appel au soutien et plaidoyer surtout en faveur des déplacés et des personnes handicapées. Avec le retour de la paix dans le pays et 350 000 réfugiés, nous avons besoin de l'appui de nos amis pour faciliter le retour, l'installation des réfugiés, créer les conditions minimales de vie humaine, en eau, en électricité, en nourriture, en école, en centre de santé. Et donc j'ai invité nos amis de Qatar Charity à appuyer le Mali dans le domaine de l'action humanitaire. Ce qui a été accepté avec beaucoup d'attention. Le ministère de l'Action humanitaire plus les services sociaux de l'État rentreront en contact avec Qatar Charity pour voir qu'est-ce qui peut être fait en urgence dans l'intérêt des populations les plus démunies, dans l'intérêt des handicapés, des orphelins, et des personnes vivant avec les handicaps de tout genre. Le message est bien passé car très sensible à la question, les responsables de Qatar Charity ont promis de réagir au plus vite. Au nom de Dieu, je suis très heureux de la visite du Premier ministre. Très heureux. Il nous a posé beaucoup de questions, beaucoup de points très intéressants. Moi, je dis toujours que la relation entre le Mali et le Qatar est extraordinaire, très bonne, enracinée, très forte. Tous les projets qu'il nous a exposés, nous allons les étudier. Et nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous. Et nous allons étudier, nous allons vous donner les résultats. Nous travaillons au Mali depuis bien longtemps. Nous avons un bureau qui est très actif. Nous souhaitons que le bureau présente ou donne, offre aux Maliens tous les services qu'il peut faire, qu'il peut offrir, et leur rendre les services nécessaires. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de sujets qui ont été présentés par le Premier ministre, et nous allons étudier tout ça. Rappelons que Qatar Charity travaille au Mali depuis 1994. Avec ses plaidoyers du Premier ministre, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre désormais pour le renforcement des actions humanitaires en faveur du Mali. Hier, avant son départ pour Doha au Qatar, le Premier ministre Dr Choguel Kokla Maïga a reçu à l'aéroport le PDG du groupe Ernest Malamine Koné en visite à Bamako. Ce dernier est venu apporter son soutien aux autorités de la transition, un geste salué par le Premier ministre. Je vous propose d'écouter Malamine Koné, PDG du groupe Ernest, et Dr Choguel Kokla Maïga, Premier ministre, au micro de Sidiki Dambélé. Aujourd'hui, le pays est dans une situation difficile et il a besoin de l'ensemble de ses enfants, toutes les Maliennes, tous les Maliens, où qu'ils se trouvent. On ne doit plus se demander ce que le Mali peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour le Mali. Après avoir salué son initiative d'apporter son soutien aux autorités de la transition, il a dit quelque chose que je répète souvent aux Maliens. La confiance en soi, c'est la première force d'un homme et d'une nation. Je crois que c'est cet esprit que nous cultivons chez les Maliens depuis des mois. Certains ont prétendu que c'est du nationalisme, pas du tout, c'est du patriotisme. Et il faut commencer par ça, dire qu'on peut faire, rien n'est impossible lorsqu'il y a la volonté, lorsqu'il y a la mobilisation, lorsqu'il y a le soutien de toutes les forces vives. La deuxième chose, c'est que des hommes comme lui, des grands hommes d'affaires aussi, c'est eux la locomotive. Au même titre que les militaires font la guerre au front pour libérer le pays, on a besoin d'entrepreneurs qui créent les richesses, qui distribuent les richesses, qui donnent du travail aux citoyens. Et nous avons besoin
de ceux qui s'occupent de la spiritualité aussi, la vie spirituelle de la société, les religieux, les penseurs, les cinéastes, les artistes, les journalistes. Donc aujourd'hui, dans la lutte que nous menons pour la réhabilitation de notre pays, la récupération totale de la souveraineté, de l'indépendance, de la dignité de notre pays, chacun est un soldat là où il est. Il est venu spécialement pour manifester son soutien aux autorités de la transition et aux aigles auxquels nous souhaitons la victoire. J'imagine qu'après le coup de sifflet final, lorsqu'on dira que les aigles ont gagné, tous les Maliens seront élus, ils prendront davantage confiance en eux-mêmes. Les personnes vulnérables des 6 communes de Bamako, les veuves et orphelins militaires ainsi que l'Amaldem viennent de recevoir de la part de leur compatriote Malamine Koné, PDG de la groupe Ernest, plus de 60 tonnes de riz, environ 2 tonnes de sucre et bien d'autres denrées. Salimata Ndao et Gaussou Achetouré ont suivi cette remise et nous y reviendrons bien sûr dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, préoccupé par la situation des couches vulnérables au Mali, a initié une opération de distribution des vivres et des non-vivres aux familles de certaines communes défavorisées de Ségou dans le cadre du mois de Ramadan. Jacqueline Dako a suivi cette rencontre pour nous. Chose promise à chose due. Le coup d'envoi de l'opération Yigisiki dans le cadre du mois de Ramadan a été donné à Farako. Des chants, des danses, des applaudissements de la population pour manifester leur joie et l'allégresse suite à ce geste samaritain du président de la transition à l'endroit de certains ménages vulnérables. Nous sommes très contents pour ce geste du président de la transition. Nous en sommes vraiment honorés. Cependant, il y a d'autres problèmes qui demeurent à Farako, à savoir l'accès à l'éducation, à la santé et à l'eau potable. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie pour cette donation. Nous n'avons jamais bénéficié d'une telle aide venant des autorités. C'est une première à Souba. Nos bénédictions au président de la transition, qu'il en soit remercié. De Farako, la délégation s'est rendue à Souba et Samanflala. Les populations des localités bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer ce geste humanitaire du président. C'est pour leur venir en aide pour le mois de Ramadan. Tout le monde sait que le Ramadan est un mois béni, mais un mois où il y a beaucoup de dépenses. Pour leur dire que, quels que soient les moyens, quelles que soient les conditions, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a en cœur tous les Maliens. Cette sélection de communes s'est faite sur la base des évaluations du commissariat à la sécurité alimentaire à travers le système d'alerte précoce. Et nous prévoyons pour ces communes en phase 4 une aide conséquente. Pour l'ensemble des communes qui sont identifiées ainsi, c'est près de 100 communes. Ça sera 15 000 tonnes qui vont être distribuées sur l'ensemble du Mali. Et donc cette aide sera mise en œuvre dès la sortie du mois de Carême, donc vers le mois de mai-juin, avant le mois de juin en tout cas. Ça c'est pour vous dire que nous serons présents partout au Mali, partout où le besoin est. Partout où la délégation s'est rendue, des doléances ont été formulées. Pour moi, c'est l'occasion, tout trouver pour venir au plus près de ma population, m'enquérir davantage de leurs conditions de vie, conditions dans lesquelles vous avez vous-même vu qu'il y a les problèmes d'école, les problèmes, n'est-ce pas, d'alimentation, une raison de notre présence aujourd'hui, les problèmes même, n'est-ce pas, de santé publique. Tout cela va remonter alors pour rendre compte, en tout cas au niveau supérieur, des conditions de ces populations-là. Cette opération de distribution dans 19 communes ciblées se poursuivra au bonheur des couches qui sont dans le besoin. Le comité de pilotage de haut niveau, gouvernement et système des Nations Unies du cadre de coopération pour le développement durable 2020-2024 s'est réuni ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au centre des discussions, les niveaux du cadre de coopération et les résultats 2020 et 2021 ainsi que les priorités stratégiques 2022. Boubacar Sissoko.
Le gouvernement du Mali et la coordination du système des Nations Unies se concertent pour mieux planifier les actions prioritaires qui participent aux politiques et stratégies de développement. La rencontre porte sur l'examen du rapport d'activité 2021 et l'approbation du plan de travail 2022. C'est aussi l'occasion de passer en revue les activités réalisées et d'en tirer les enseignements. Sur une prévision de 192 millions de dollars, soit environ 115 milliards de francs CFA, donc 101 millions de dollars ont pu être mobilisés, ce qui correspond à environ 61 milliards de francs CFA. Les financements obtenus dans ce cadre ont permis la mise en œuvre de certaines activités phares, notamment la facilitation de la médiation et des négociations entre le gouvernement et les groupes armés, l'appui à la réforme du secteur de la sécurité, l'apprentissage accéléré qui a favorisé le retour à l'école de 100 000 filles et garçons après une longue période d'absence. Des échanges devront découler des recommandations fortes pour aider à optimiser le partenariat déjà jugé fécond. Nous avons 3 grands axes sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est celui relatif à la gouvernance efficace et redevable pour une société en paix. Le deuxième s'articule sur la croissance inclusive, résiliente, mais aussi dans un contexte de durabilité de l'environnement. Le troisième axe s'occupe donc des services sociaux de base, mais aussi de la protection qui est inclusive. Des avancées substantives sont notées pour les années 2020 et 2021. Cette coopération des Nations Unies avec le Mali vise le développement durable. Elle a identifié et regroupé les défis en cohérence avec les priorités du cadre stratégique pour la relance économique, le développement durable et les ODD. 15 bulldozers, des groupes électrogènes, des véhicules et autres équipements au bénéfice des forces armées maliennes et le ministère des Transports et des Infrastructures. Un geste du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les équipements remis ont été saisis sur les orpailleurs qui s'adonnent à des activités clandestines. Mamadou Fane. La lutte contre l'orpaillage clandestin et le dragage des cours d'eau déclenchés par les autorités de la transition prend une autre dimension avec la saisie de plusieurs équipements des orpailleurs. Ces équipements saisis ont été remis par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau aux forces armées maliennes et au ministère des Transports et des Infrastructures. Nous avions constaté par le passé que lorsque les matériels étaient saisis, on arrivait toujours par des subterfuges à restituer ces matériels à des gens qui sont en train d'empoisonner nos populations, à des gens qui sont en train de spolier l'État des ressources du sous-sol qui appartiennent à tout le peuple malien. Force est de constater que nous avons fait un pas, mais on est loin d'être à la fin. Parce que ces fléaux qui s'est installé de façon endémique, et pour l'éradiquer, requiert des moyens et nécessite aussi du temps. Ces engins viennent à point nommé au moment où le département des Transports et des Infrastructures a entamé une vaste réhabilitation des routes et des caniveaux dans tout le pays. Le ministère des Transports et des Infrastructures s'est réjoui de l'acquisition des équipements lourds, des travaux routiers comme ce que vous venez de voir. Ces matériels remis tout de suite, je vous assure que dès la semaine prochaine, ces matériels seront sur chantier. Il y a beaucoup de travaux d'urgence qui nous attendent, donc ces matériels seront sur chantier et ces matériels vont travailler jusqu'à ce que les populations aient satisfaction sur la sauvegarde des chaussées. La saisie de ces équipements a été possible grâce à la collaboration de plusieurs départements ministériels, dont ceux de la sécurité, de la justice, de l'environnement, des domaines de l'État et des mines. 42e session du conseil d'administration de l'agence malienne de presse et de publicité. Malgré les difficultés du moment, la MAP affiche un bilan positif au regard des résultats présentés. Alousseni Touré. Nous allons revenir également sur ce élément. Le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'Agence nationale de sécurité routière ANASER, a célébré ce jeudi 24 mars la 11e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route. Un élément que nous allons également retrouver au cours de ce journal.
Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies, c'est le thème de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose édition 2022. L'événement qui est célébré le 24 mars de chaque année se tient au moment où 10 millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Le groupe Énergie renouvelable et environ solidaire et ses partenaires viennent de soulager la souffrance des populations de Moro Kita. Ils ont inauguré hier un centre d'électrification. Mamadou Alubari nous parlera de cet élément dans ce journal. Parlons sport à présent. Si les Aigles du Mali se qualifient pour la coupe bien sûr du monde Qatar 2022 en tant qu'équipementier, Malamine Koné, tout bon malien, donnera le meilleur de lui-même pour les accompagner. Menace d'une troisième guerre mondiale oblige. Terminologie des conflits s'invite aujourd'hui dans la rubrique « Un jour, une formule ». L'idée d'instaurer une zone d'exclusion aérienne revient souvent au sujet bien sûr de la gestion du ciel ukrainien pendant la guerre qui oppose Moscou et Kiev depuis un mois. Plein feu sur une formule qui n'est plus une affaire des seuls stratèges de la guerre de la planète, avec Souri Ibrahima Keïta. No-fly zone ou encore no-flight zone en anglais. La zone d'exclusion aérienne est un des rafistolages juridiques non encore huilés, donc qui grippe ou passe selon. Sa légalité se fonde implicitement sur la résolution 688 de 1991 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pourtant, selon ses détracteurs, ne la mentionne pas explicitement. Une zone d'exclusion aérienne est un territoire au-dessus duquel aucun appareil aérien n'est autorisé à voler. Tout avion ne respectant pas cette zone est considéré comme un avion ennemi et pourra être abattu. Cela est en général appliqué dans un contexte de guerre pour empêcher le bombardement de populations civiles, d'infrastructures ou d'unités combattantes. Il faut la distinguer de la notion d'espace aérien interdit au-dessus de bases militaires importantes, de centrales nucléaires ou d'autres infrastructures critiques ou simplement de grands centres de population en temps de paix. Précédents cas les plus emblématiques de zones d'exclusion aérienne dans l'histoire récente, nord-irakien en 1991, consécutivement à la guerre du Golfe jusqu'en 2003. Bosnie-Herzégovine en 1992-93 et mars 2011 en Libye. Seule particularité de la version 2022, celle qui taraude les esprits des Occidentaux, c'est sans doute le fait qu'elle viserait à interdire le ciel ukrainien aux avions russes, au besoin par la force. Simple lecture du bon sens, cela voudrait dire qu'on est prêt à abattre des avions russes, ce qui signifierait d'évidence le début d'une troisième guerre mondiale. D'où le cri du cœur du président ukrainien Zelensky, son plaidoyer certes émouvant pour la création d'une zone d'exclusion aérienne, maintes fois exprimé, mais jusqu'ici comme tombé dans l'oreille du sourd. Comme dit l'adage, les yeux ne sont pas un baromètre du poids, mais ils se trompent rarement de la capacité de l'homme à jauger le fait qu'il doit supporter. Transporté. 42e session du conseil d'administration de l'agence malienne de presse et de publicité. Malgré les difficultés du moment, la MAP affiche un bilan positif au regard des résultats présentés. Le président du conseil d'administration a exhorté les administrateurs à un examen minutieux des documents afin de mener la structure vers des lendemains meilleurs. Aloussine Touré. Réunis pour la 42e session de son conseil d'administration, les administrateurs de la MAP entérinent les actions de l'année écoulée, actions marquées par le saut du progrès.
En effet, l'agence a enregistré un bilan positif au cours de l'exercice écoulé. La MAP a poursuivi sa politique de redressement et de mutation progressive avec l'ambition de renforcer ses capacités de production. Cette dynamique s'est traduite par le renforcement du service de recouvrement de ses créances et la diversification des produits commerciaux. Il me plaît particulièrement de saluer le développement des publications spécialisées telles que l'Essonjar, l'essor des régions, l'agenda national, qui ont été d'une contribution très significative à l'information du public malien. Le budget de la MAP pour l'exercice 2021 s'élève à 2 158 362 francs CFA. À la date du 31 décembre 2021, ce budget a été exécuté à hauteur de 81,62%. L'agence s'est également illustrée par une couverture impeccable des assises nationales de la refondation. Nonobstant ces défis, la MAP s'est acquittée de ses missions d'information et de sensibilisation sur les événements sociologiques et économiques durant l'année 2021. La tenue des assises nationales, un grand moment d'exercice démocratique, a eu sur les pages de l'essor un écho très important. Parce qu'il a permis, vous le savez, en grande partie, de contribuer à forger et à asseoir une conviction forte de notre peuple, conviction selon laquelle le peuple malien, notre peuple, a sa capacité propre à se relever et à faire face aux défis qui l'assaillent en ce moment. Les administrateurs ont examiné le rapport d'activité de l'année 2021 et le document de programmation de 2022. Le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, a célébré ce jeudi 24 mars la 11e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route. La protection des personnes vivant avec un handicap dans la circulation routière, tel est le thème de cette année. Fanta Mamanyantao. Dans le cadre de la célébration de cette 11e journée de la courtoisie sur la route, l'ANASER et la FEMAF ont encore marqué les esprits en invitant les populations à mieux se comporter dans la circulation routière face aux personnes vivant avec un handicap. J'invite tous les usagers de la route de prêter attention aux citoyens vivant avec un handicap dans la circulation routière et un appel solennel aux autorités en charge pour une application effective des articles 11 et 12 du décret numéro 2021-0662 PTRM du 23 septembre 2021. Vive la Journée nationale de la courtoisie sur la route, plus de sécurité routière, moins de personnes vivant avec un handicap. La courtoisie sur la route, c'est quoi? C'est quand on accepte que nous ne sommes pas seuls sur la route et que la route est un bien commun et qu'il y a d'autres usagers de la route et qu'on doit prêter une attention particulière aux uns ou aux autres et surtout aux personnes vivant avec un handicap qui ont des difficultés motrices de déplacement et donc à qui on doit vraiment prêter une attention particulière, surtout quand on est en présence d'elles et quand elles montrent la canne blanche, quand elles montrent qu'elles sont en fauteuil roulant, quand elles montrent qu'elles sont sur des motos avec 3 pieds. Donc c'est tous des signes auxquels nous devons prêter une attention particulière. La dite journée est une occasion pour le ministère des Transports et des Infrastructures de se mobiliser autour de la problématique concernant les usagers de la route. J'exhorte les automobilistes et les motocyclistes à respecter la limitation de vitesse de manière à anticiper les attitudes imprévisibles de ces usagers vulnérables. Je voudrais prendre un engagement ici que toutes les conceptions par rapport aux infrastructures tiendront compte du respect des normes qui sont réservées aux personnes vivant avec un handicap, Inch'Allah. À noter que le ministère en charge des Transports et des Infrastructures, à travers l'ANASER, accompagne les personnes vivant avec un handicap dans le dispositif du trafic routier.
Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose édition 2022. L'événement, qui est célébré le 24 mars de chaque année, se tient au moment où 10 millions de personnes sont atteintes de cette maladie dans le monde, dont plus de 7000 au Mali. Mohamed Kantao. Les activités de cette journée commémorative du 24 mars, consacrée à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, ont débuté par une visite à l'Institut national de santé publique. Occasion pour les responsables du ministère de la Santé de s'imprégner des résultats de la structure dans le dépistage de cette maladie. Une infection contagieuse qui affecte principalement les poumons et tue plus que le VIH-Sida, soit environ 4000 personnes par jour dans le monde. Courant 2021, nous avons reçu plus de 5000 cas de demande de tests pour la tuberculose que nous avons réalisé avec un des instruments les plus utiles qui permet de faire un diagnostic de qualité très performant. Et on a pu détecter qu'il y avait environ plus de 1000 personnes chez qui ça avait été détecté. Nous avons l'avantage de connaître mieux la situation épidémiologique depuis plusieurs années et de constater l'évolution et de permettre quels sont les facteurs qui sont associés à ces différentes pathologies. Au Mali, les dépistages et les traitements de la tuberculose sont gratuits. Une façon pour le gouvernement et ses partenaires de mobiliser les moyens susceptibles d'éradiquer la pandémie d'ici à l'horizon 2030. Pour ce faire, l'implication des décideurs et des structures techniques est nécessaire. D'où le thème « Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies ». Dans le monde, selon les estimations de l'OMS, en 2020, 9,9 millions de personnes ont développé la tuberculose dans le monde, dont 5,5 millions d'hommes et 3,3 millions de femmes. La situation de la tuberculose au Mali en 2021 est à l'image de la situation mondiale. On a 7285 nouveaux cas, toutes forts, qui ont été notifiés pour près de 11 000 attendus contre 6 922 cas en 2020. À l'INSP, tout comme à la Maison des aînés, le public a eu droit à des messages de sensibilisation sur la fréquentation des centres de dépistage de la tuberculose. Point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 942 tests réalisés, 6 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 45 patients sont sous traitement. Le groupe Énergie renouvelable et Environnement solidaire et ses partenaires viennent de soulager la souffrance des populations de Moromoro-Kita. Ils ont inauguré hier un centre d'électrification. Mahamadi Alioubari. C'est l'une des activités qui sera inscrite dans l'histoire du village de Moromoro. Nous sommes dans la région de Kita. En effet, les populations bénéficient de la lumière à travers l'électrification rurale de la localité. Et ce coup de ciseaux est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Ce centre fournit de l'électricité aux petites et moyennes entreprises à travers le système voltaïque. Il s'agit ici d'une approche de développement et d'exploitation énergétique du groupe Énergie renouvelable et Environnement solidaire et ses partenaires. Grâce à cet investissement, on aurait moins de jeunes à l'exode rural. Nos femmes auront quelque chose à faire pendant la saison sèche ainsi que la saison pluvieuse. Vraiment, le coût de la pauvreté est réduit au minimum dans le village. L'électrification de cette zone devra permettre de lutter contre le changement climatique et la pauvreté. La politique devra également diminuer la pression sur les ressources forestières, les émissions de gaz à effet de serre, entre autres. Ici à Moromoro, on a commencé ces projets pilotes dans la région. Essentiellement, c'est des centres artisanaux où on met à disposition des bâtiments et un champ solaire et un groupe pour permettre de développer certaines activités. Notamment ici, par exemple, la photographie, la restauration, la congélation, la soudure, menuiserie et d'autres activités qui puissent permettre un peu l'accompagnement et le développement du système économique du village de Moromoro. Les jeunesse nous aident dans le développement du secteur de l'énergie.
Ici, comme vous venez de le voir, c'est une zone qui a été électrifiée à partir d'une source photovoltaïque et qui va permettre aussi à l'emploi des jeunes, le développement de la localité. Et puis, les femmes, les jeunes, vraiment auront des choses pour le développement socio-économique du pays. La remise des attestations de reconnaissance, la visite des installations et des différents compartiments du centre ont mis fin à la cérémonie. Du sport également dans ce journal. Barrage aller de la Coupe du Monde Qatar 2022. La fièvre monte à 24 heures de ce duel entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage et de la Tunisie. Le soutien et le fair play du public sont demandés. Sirakasto Sissé nous donne un avant-goût de ce match. Revoilà la route du Mali et de la Tunisie se croiser cette fois en barrage de la Coupe du Monde. Ce vendredi, la première haie sera franchie au stade du 26 mars. Les Aigles du Mali, avec un groupe expérimenté, doivent rabattre les cartes et défier leurs homologues tunisiens revanchards. Chaque nation veut être aujourd'hui au Qatar, donc il ne faut pas s'attendre à des explications faciles. Ça va être des matchs extrêmement difficiles, mais ce qui compte, c'est le résultat final. Le rappel en sélection des anciens cadres, la convocation des joueurs ciblés depuis Belle-Lurette et la désignation d'un collège autour du staff technique sont des facteurs positifs pour hisser haut les couleurs du Mali. Le nouvel état d'esprit veut que chaque fils du pays, quand il est appelé, chaque fils du pays doit venir servir son pays. Et ceux qui ne sont pas appelés doivent être dans le même état d'esprit parce que le Mali, c'est pour nous tous et nous devrons tout faire pour que ce Mali de demain que nous voulons forger à partir d'aujourd'hui soit fait dès maintenant. La dernière fois où la Tunisie a quitté le sol malien, c'était à la faveur de la CAN 2002 avec une élimination dès le premier tour dans le groupe C. 2 nuls, une défaite, 0 but marqué, 1 but encaissé. À présent, ce communiqué du ministère de la Jeunesse, des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Moussa Agataer, a l'honneur d'informer l'opinion nationale et le mouvement sportif national que l'organisation des compétitions internationales de football relève d'une commission d'organisation composée des représentants du ministère en charge des sports et de la Fédération malienne de football FEMAFOOT. À cet effet, dans le cadre de l'organisation du présent match de barrage à Mali-Tunisie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 du 25 mars 2022 au stade du 26 mars de Bamako, la commission d'organisation composée du ministère chargé des sports et de la FEMAFOOT a remis 41 000 billets. Une grande partie de ces billets a été acheté par les Maliens de bonne volonté en vue d'être gracieusement distribués au public sportif à travers les différentes mairies du district de Bamako. À ce stade, le nombre de billets disponibles auprès de la commission d'organisation du match ne peut pas satisfaire à la demande liée à l'engouement qui suscite la rencontre. Face à la difficulté liée à l'acquisition des billets, la commission d'organisation, sur instruction du ministre, a émis des billets supplémentaires dans le respect des directives de la CAF en matière de lutte contre la COVID-19 et conformément aux recommandations du ministère de la Santé et du Développement social. Ces billets supplémentaires seront vendus au point de vente suivant: stade du 26 mars et stade Omnisport Modibo Keïta. Le nombre de billets autorisés par personne est fixé à 2 billets au maximum. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension du public sportif. Moins de 24 heures nous séparent donc du match aller des barrages de la Coupe du Monde Mali-Tunisie. Aussi, pour cet important rendez-vous de notre football, une mobilisation à tous les niveaux est nécessaire pour un résultat probant. Djibril Traoré. Aujourd'hui, plus que jamais, notre football a besoin de mobilisation, d'union et de rassemblement pour se donner plus de chances en vue des 2 matchs les plus importants de l'histoire de notre sport roi. Oui, le match aller des barrages de la Coupe du Monde contre la Tunisie arrive au galop. Et les Aigles auront besoin
du soutien de l'ensemble des Maliens. Et pour mettre en évidence cet indispensable soutien, une vraie mobilisation sans ambiguïté s'impose. Dès à présent, tous les canaux de communication doivent rentrer dans la danse. C'est un devoir national. Oui, une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde devant se dérouler au Qatar aura un impact positif et important, non seulement pour notre sport au roi, mais aussi et surtout pour le moral de notre pays, qui, nous le savons tous, traverse des moments très difficiles de son existence. Aujourd'hui, pour atteindre cet objectif, chaque Malien et chaque Malienne, de l'intérieur comme ceux établis à l'extérieur, est appelé à jouer sa partition. Nous ne le dirons jamais assez. Enterrons nos querelles intestines. Arrêtons de voir du mal partout et décrétons la grande mobilisation autour de notre équipe nationale pour ces 2 matchs cruciaux, afin de donner le sourire à ce vaillant peuple qui en a vraiment besoin. Département des sports, Fédération malienne de football, supporters, journalistes, animateurs, communicateurs, encadreurs, artistes et joueurs, l'heure est à la mobilisation et au rassemblement. Et pour une des rares fois dans notre football, faisons de notre devise nationale une réalité. Un peuple, un but, une foi. À présent, ces communiqués émanant du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social en vue d'assurer une grande mobilisation autour de la sélection nationale Les Aigles du Mali dans le cadre du match aller Mali-Tunisie pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social informe l'ensemble des travailleurs du secteur public que la fin des services du vendredi 25 mars 2022 sera exceptionnellement fixée à 12h30 pour fluidifier la circulation et rendre l'accès au stade et rendre l'accès facile, bien sûr, au stade du 26 mars. Les Aigles du Mali affrontent ce vendredi, vous le savez déjà, la Tunisie dans le cadre des barrages pour le mondial en vue de galvaniser davantage les Aigles à prendre une option sérieuse. Dès ce vendredi à domicile, le chef d'État, le colonel Assimi Goïta, a rendu visite aux Aigles à Kabala, leur quartier général. Nous y reviendrons bien sûr dans un flash spécial ce soir, bien sûr, sur cette visite du président aux Aigles du Mali. Si les Aigles du Mali se qualifient pour la Coupe du Monde Qatar 2022 en tant qu'équipementier, Malamine Koné, comme tout bon Malien, donnera le meilleur de lui-même pour les accompagner dans cette aventure. C'est ce qu'affirme le PDG de Ernest, dont les équipes ont d'ailleurs déjà réfléchi à une version du maillot des Aigles pour cette compétition mondiale. Malamine Koné, qui sera demain l'un des plus fervents supporters de l'équipe nationale, est l'invité de ce soir de Yaya Konaté. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Si on est qualifié, et je n'en doute pas, si on est qualifié pour la Coupe du Monde, je pense que au-delà de Malamine Koné, tout le peuple malien, on fera tout ce qu'il faut pour porter très haut les couleurs du Mali. Mais ça veut dire que chacun apportera ses compétences, apportera quelque chose de lui-même pour manifester sa joie et aussi pour encourager encore. Il y a l'équipe nationale, c'est la vitrine, mais derrière ça, il y a tout un peuple qui espère aussi à faire autre chose. Il faut qu'on montre qu'au Mali, qu'on réussit, que ça marche, qu'on gagne. C'est le mot « gagner » moi qui m'intéresse. Il y aura une version Coupe du Monde du maillot, si tel est le cas? Mais bien évidemment. Je ne vais pas le dévoiler sur ce plateau, mais bien évidemment, on y a travaillé très sérieusement avec mon équipe. On a eu une pression parce qu'on a été agréablement surpris que le maillot, notre maillot, le maillot des Aigles, ait été élu plus beau maillot de la Coupe d'Afrique 2022. Mais ça nous a mis à moi et à mon équipe une pression pour faire mieux pour la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, c'est la compétition. On s'imagine déjà que dans le maillot de la CAN, vous avez mis tout votre cœur. Comme toujours, même pas que pour la CAN. À chaque fois que j'essaye de faire quelque chose pour mon pays, je le fais avec amour. Parce que j'aime mon pays. Très beau donc ce maillot, Malamine Koné, mais
trop cher pour le public sportif malien qui, du coup, a envie de le porter, mais il trouve qu'il est hors de prix. Est-ce que l'entrepreneur que vous êtes est sensible quand même à ce cri de cœur de ce public sportif malien? Je comprends parfaitement les quelques supporters qui se plaignent du prix du maillot. Je les comprends. Mais je leur demande, à mon tour, de me comprendre. Décédé dans une clinique de la place le lundi dernier, l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga vient d'être inhumé après les cérémonies funèbres à sa résidence au quartier du Fleuve. Le grand officier de l'Ordre national du Mali vient d'être accompagné à sa dernière demeure. L'enfant de la cité des Askia repose pour l'éternité au cimetière de Niarela. Garibou Pirou et Aliou Touré. Journaliste, homme politique, homme d'État, Soumeylou Boubèye Maïga s'endort pour l'éternité au cimetière de Niarela. Au plan politique et professionnel, Soumeylou Boubèye Maïga était membre de la médiation pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Premier ministre, secrétaire général de la présidence de la République, coordinateur de l'équipe d'experts de l'Union africaine sur le terrorisme et l'extrémisme, vice-médiateur en République centrafricaine en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine, ministre de la Défense et des anciens combattants, président fondateur de l'Observatoire de géopolitique et de stratégie, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, président du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, directeur de la sécurité d'État, directeur du cabinet du président de la République, conseiller spécial du président de la République, rédacteur en chef du journal Sunyata, publication mensuelle de l'agence de presse gouvernementale AMAP. Ceux qui ont connu l'homme témoignent que l'enfant de la cité des Askia avait un parcours académique remarquable. En occupation politique et sociale, Soumeylou Boubèye Maïga était président du parti politique Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, président fondateur de l'aide humanitaire, Source de vie, association humanitaire. Il avait un DSS de l'Institut international d'administration publique de Paris, spécialité relations économiques internationales. Le diplômé d'études supérieures en journalisme à l'Université de Dakar au Sénégal est détenteur aussi d'un DSS spécialité diplomatie et administration des organisations internationales à l'Université de Sceaux en France. Au plan production, Soumeylou Boubèye Maïga était co-auteur du rapport sur l'alerte précoce et la prévention des conflits pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie OEF. Il avait fait une contribution de taille dans la production de l'ouvrage collectif La face cachée des printemps arabes. Dort en paix, Soumeylou Boubèye Maïga. L'ORTM a également endeuillé les obsèques de notre collègue Koumbaba, secrétaire à l'ORTM, décédé le 17 mars dernier par suite d'une maladie en Tunisie, a eu lieu ce jeudi. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure par des parents, amis et collègues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions en images. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous protège.